Je pensais avoir tout perdu lorsque la famille de mon ex-mari m'a traité de profiteuse devant le juge. Mais c'est alors que mon fils de 8 ans, Léo, s'est avancé vers la barre, a regardé son père droit dans les yeux et a révélé un secret qui a fait pleurer le juge lui-même. Ce qu'il a dit ensuite a changé nos vies à jamais. Je m'appelle Camille et, il y a 6 mois, je menais la bataille la plus importante de ma vie. Non pas pour l'argent, non pas par vengeance, mais pour le droit d'élever mes propres enfants. Vous comprenez, lorsqu'une mère célibataire affronte une famille aisée devant le tribunal des affaires familiales, la vérité devient votre seule arme. Et parfois, cette vérité vient de l'endroit le plus inattendu. Cette histoire concerne mon fils Léo, âgé de 8 ans et plus courageux que n'importe quel adulte que je connaisse, et ma fille Zoé, qui a 5 ans et qui croit encore que le monde est fondamentalement bon. Il s'agit de mon ex-mari, Bastien, qui pensait que l'argent pouvait réécrire l'histoire. De sa sœur, Clara, qui ne m'a jamais apprécié depuis le premier jour de notre mariage, et de sa mère, Bernadette, qui s'était donnée pour mission de prouver que j'étais une mère indigne. Pendant des mois, ils m'ont dépeinte comme une femme qui se souciait davantage du compte en banque de Bastien que de ses propres enfants. Ils avaient des avocats hors de prix, des témoins de moralité et ce qui semblait être un budget illimité pour détruire ma réputation. Je n'avais que la vérité, un avocat commis d'office surchargé et 2 enfants qui m'aimaient inconditionnellement. Mais voici ce que la famille de Bastien n'avait pas prévu. Ils n'avaient pas prévu un petit garçon de 8 ans qui avait tout observé, tout écouté, et qui avait finalement décidé qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Ce que Léo a dit dans cette salle d'audience n'a pas seulement fait changer d'avis le juge. Cela a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur le courage, sur la famille et sur ce dont les enfants sont réellement capables quand les adultes qui les entourent échouent. Ce n'est pas juste l'histoire d'une bataille pour la garde, c'est ce qui arrive quand un enfant décide de protéger sa mère de la même manière qu'elle l'a toujours protégée. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêt pour ce que mon petit garçon a eu le courage de dire. Car parfois, la voix la plus puissante dans la salle appartient à quelqu'un qui atteint à peine la barre des témoins. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Il y a 2 ans, je vivais ce que je pensais être une vie parfaite. Bastien et moi étions mariés depuis 8 ans et je croyais sincèrement que nous étions heureux. Nous avions notre belle maison dans les Yvelines, 2 enfants extraordinaires, et je travaillais comme infirmière pédiatrique à l'hôpital local. J'aimais mon travail car aider les enfants malades donnait un sens à ma vie. Mais Bastien n'a jamais vraiment compris cette passion. Les fissures ont commencé à apparaître lorsque l'entreprise de promotion immobilière de Bastien a vraiment décollé. Soudain, il gagnait plus d'argent que nous n'aurions jamais osé imaginer. Et avec ce succès est arrivé une version différente de l'homme que j'avais épousé. Il a commencé à rester tard au bureau plus souvent, à partir en voyage d'affaires le week-end, et lorsqu'il était à la maison, il semblait distant. J'ai essayé de lui en parler. Mais il me balayait d'un revers de main, disant que je ne comprendrais pas la pression qu'il subissait. Tu t'amuses avec des enfants toute la journée, me disait-il quand je rentrais épuisé après une garde de 12 heures, moi, je suis dehors en train de construire notre avenir. Cela me blessait à chaque fois. Car ce que je faisais n'était pas un jeu. J'aidais des familles à traverser leur pire moment, en tenant la main de parents dont les enfants se battaient pour leur survie. Mais Bastien voyait mon travail comme moins important que le sien. Et finalement, j'ai commencé à le croire. Les enfants ont senti la tension. Avant moi. Léo, qui avait toujours été mon petit garçon sensible et observateur, a commencé à demander pourquoi papa semblait toujours en colère. Zoé, ma petite fille pétillante de 5 ans, a commencé à se coller davantage à moi, comme si elle sentait les fondations de notre famille se dérober sous ses pieds. J'ai essayé
de les protéger de nos problèmes, en affichant un visage courageux et en maintenant nos rituels du coucher, nos dîners de famille et nos sorties du week-end. Mais les enfants voient tout, même quand nous pensons les protéger. La fin est arrivée un mardi matin de mars. Je me préparais pour le travail quand Bastien est entré dans notre chambre avec cette expression qui vous glace le sang. Je ne peux plus continuer comme ça, Camille, a-t-il dit, sans même me regarder. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux depuis longtemps. Au début, j'ai pensé qu'il parlait de son travail ou d'une crise de la quarantaine. J'ai suggéré une thérapie de couple, peut-être des vacances. N'importe quoi pour réparer ce qui était brisé. Mais ensuite, il m'a parlé de Charlotte, sa secrétaire particulière de 26 ans. Ils entretenaient une liaison. Depuis 8 mois. 8 mois qu'il rentrait à la maison et m'embrassait pour me dire bonne nuit, aidait Léo avec ses devoirs, lisait des histoires à Zoé, tout en vivant un mensonge complet. Je déménage ce week-end, a-t-il dit avec autant de désinvolture que s'il parlait de la météo. Charlotte et moi avons trouvé un appartement à Paris. Nous verrons pour la garde plus tard. Je me souviens être resté là, dans ma tenue d'infirmière, essayant de digérer ce qu'il venait de dire. Plus tard, il parlait de nos enfants comme s'il s'agissait de plans pour le week-end qui pouvaient être réorganisés. Quand je lui ai demandé comment nous allions l'annoncer à Léo et Zoé, il a haussé les épaules et a dit « Tu es meilleur pour ce genre de trucs émotionnels. » La conversation que j'ai eue avec mes enfants ce soir-là a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Léo a écouté avec cette expression sérieuse qu'il prend quand il essaie de comprendre quelque chose de compliqué. Quand j'ai fini par expliquer que papa allait vivre ailleurs pour un moment, il a demandé « Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal, maman ?» Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. La réponse de Zoé a été encore pire. Elle a simplement dit « D'accord, maman » et est retournée à son coloriage comme si de rien n'était. Mais cette nuit-là, je l'ai trouvé en pleurs dans son lit, serrant l'ours en peluche que Bastien lui avait offert pour son anniversaire. Les mois qui ont suivi furent un flou de rendez-vous juridiques, de paperasse et d'efforts pour maintenir un semblant de normalité pour les enfants. J'ai pris des heures supplémentaires à l'hôpital pour payer mon avocat, ce qui signifiait moins de temps avec Léo et Zoé au moment précis où ils avaient le plus besoin de moi. Bastien, pendant ce temps, semblait profiter de sa nouvelle vie. Il avait emménagé dans une immense maison à Neuilly-sur-Seine, avec une piscine dans un jardin plus grand que toute notre ancienne propriété. Tous les 2 week-ends, il récupérait les enfants pour son temps de garde, et il revenait en parlant des choses incroyables qu'il avait faites dans la grande maison de papa. J'essayais d'être heureuse pour eux, mais c'était une torture. J'étais là, à lutter pour joindre les deux bouts, à travailler jusqu'à l'épuisement, tandis que Bastien pouvait être le parent amusant qui les emmenait dans des restaurants chics et leur achetait tout ce qu'ils voulaient. Ce que je ne savais pas, c'est que la famille de Bastien m'avait déjà désigné comme la méchante de l'histoire. Pour eux, j'étais l'épouse qui n'avait pas su garder leur petit prince heureux. La femme qui essayait maintenant de lui soutirer tout ce qu'il possédait. Il ne savait pas que je n'avais jamais rien demandé de plus que le strict nécessaire pour prendre soin de nos enfants. Mais la vérité ne comptait pas pour eux. Le décor était planté pour une bataille que je n'avais jamais voulu mener, mais que je devais absolument gagner. L'audience au tribunal de grande instance était prévue un jeudi matin pluvieux d'octobre, et j'ai à peine dormi la veille. Je m'étais préparé pour ce jour depuis des mois, mais rien n'aurait pu me préparer à ce que la famille de Bastien avait planifié. Quand je suis entré dans cette salle avec mon avocat, Maître Durand, j'avais l'impression de monter à l'échafaud. Bastien était assis à la table opposée avec son avocat renommé, Maître Lefebvre. Un homme qui semblait facturer plus de l'heure que ce que je gagnais en une semaine. Mais ce n'était pas Bastien qui m'inquiétait le plus.
C'étaient les 3 femmes assises dans la galerie derrière lui, Clara, sa sœur, vêtue d'un tailleur de marque qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Bernadette, sa mère, avec ses cheveux argentés parfaitement coiffés et ce regard froid capable de geler l'eau. Et Charlotte, la petite amie de Bastien, qui avait l'audace de se présenter à une audience de garde pour des enfants qui n'étaient même pas les siens. La procédure a commencé assez normalement. Mon avocat a présenté notre dossier, expliquant que je demandais la résidence principale, tout en permettant à Bastien un droit de visite raisonnable. Nous avons souligné ma stabilité professionnelle, mon casier judiciaire vierge et l'attachement profond des enfants envers moi en tant que parent référent. Tout semblait se dérouler comme prévu jusqu'à ce que Maître Lefebvre se lève pour la défense de Bastien. Votre honneur, a-t-il commencé avec cet accent bourgeois qui faisait paraître chaque mot important, nous démontrerons aujourd'hui que la motivation principale de madame dans ce litige est le gain financier, et non le bien-être de ses enfants. La famille de mon client témoignera d'un comportement manipulateur qui a escaladé depuis la séparation. Mon estomac s'est noué. Je savais qu'ils allaient attaquer mon caractère, mais l'entendre d'ici, formellement dans une salle d'audience, le rendait réel et terrifiant. Puis Clara a été appelée à la barre et mes pires craintes ont commencé à se concrétiser. Je connais Camille depuis 9 ans, a dit Clara, sa voix dégoulinante d'une fausse sollicitude. Dès le début, il était clair qu'elle était attirée par le potentiel financier de mon frère plutôt que par mon frère lui-même. Elle le poussait à travailler plus, à accepter de plus gros projets, toujours en parlant du train de vie qu'elle voulait pour les enfants. J'avais envie de hurler. Clara ne m'avait jamais aimé. Pas depuis le premier jour où Bastien m'avait présenté à la famille. Elle faisait des remarques méprisantes sur mes origines, mon travail, même mes vêtements. Et maintenant, elle était là à mentir. Sous serment, me faisant passer pour une sorte de monstre cupide. Après la séparation, a continué Clara, le comportement de Camille est devenu de plus en plus préoccupant. Elle déposait les enfants chez nous avec une apparence négligée et semblait clairement perturbée. Quand je demandais à Léo si tout allait bien à la maison, il me disait que sa mère pleurait souvent et qu'elle le culpabilisait de continuer à aimer son père. C'était une invention pure et simple. Oui, j'avais pleuré après le divorce, mais jamais devant les enfants. Et je n'avais certainement jamais fait en sorte qu'ils se sentent coupables d'aimer Bastien. J'ai regardé mon avocat, Maître Durand, qui griffonnait des notes furieusement, mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux. Puis Bernadette a pris la barre et a réussi à être encore pire que sa fille. Votre honneur, je suis inquiète pour ces précieux enfants depuis des mois. Quand ils nous rendent visite, ils ont faim, leurs vêtements sont trop petits, et ils semblent toujours anxieux. Léo m'a dit que sa mère travaille tellement qu'il doit se faire à manger lui-même pour lui et sa petite sœur. Les mensonges étaient si scandaleux que j'ai eu le vertige. Oui, il y avait eu des soirs où je travaillais tard et où les enfants avaient mangé des céréales, mais cela n'était arrivé que 3 fois en 6 mois. Et leurs vêtements n'étaient pas trop petits. J'avais acheté des uniformes neufs à la rentrée scolaire, exactement comme n'importe quel autre parent. De plus, a continué Bernadette, sa voix prenant une tournure théâtrale, Camille empoisonne ses enfants contre leur père. Elle leur dit que Bastien ne les aime plus, qu'il a choisi Charlotte à leur place. Elle utilise ses bébés comme des armes dans sa campagne vindicative contre mon fils. J'ai senti que j'allais vomir. Chaque mot qui sortait de sa bouche était un mensonge, mais elle le disait avec une telle conviction que j'ai commencé à craindre que le juge ne la croie. J'ai jeté un coup d'œil à Bastien, m'attendant à voir un signe d'inconfort devant la performance de sa famille. Mais il restait assis là, hochant la tête comme si tout ce qu'il disait était parole d'évangile. Le pire est arrivé quand Maître Lefebvre a présenté ses preuves. Des photos des enfants mangeant des céréales,
prise lors de l'une des visites chez Bastien quand j'avais enchaîné un double service à l'hôpital. Des captures d'écran des bulletins scolaires de Léo montrant que ses notes avaient légèrement baissé depuis le divorce. Une lettre de la maîtresse de Zoé mentionnant qu'elle avait eu des problèmes de comportement en classe. Tout avait une explication, mais Maître Lefebvre présentait cela comme si j'étais une mère indigne qui négligeait ses enfants en courant après des pensions alimentaires. J'ai regardé le juge prendre des notes et j'ai senti mon monde s'écrouler. Ces gens allaient me prendre mes enfants avec des mensonges et des preuves détournées, et il n'y avait rien que je puisse faire pour les arrêter. Après que Bernadette soit descendue de la barre, j'ai eu l'impression de me noyer. La salle d'audience semblait plus petite, l'air plus épais, et chaque mensonge qu'ils avaient proféré restait suspendu entre moi et le juge comme un brouillard que je ne pouvais pas dissiper. Maître Durand s'est penché et a chuchoté, « Nous devons contrer cela agressivement, Camille. Avez-vous des témoins qui peuvent témoigner de votre caractère de mère ?» Je m'étais préparé. Mon cadre de santé à l'hôpital devait témoigner de mon dévouement et de ma fiabilité. Ma voisine, Madame Martin, avait accepté de parler de la façon dont elle m'avait vu avec les enfants, toujours patiente et aimante. Mais en restant là, à écouter la famille de Bastien détruire systématiquement ma réputation avec une telle précision calculée, j'ai réalisé que des témoins de moralité ne suffiraient pas. Ils avaient l'argent, les avocats et un récit qui me peignait comme une femme manipulatrice faisant passer l'argent avancé. Enfant. C'est alors que j'ai remarqué Léo. Il était assis tranquillement au fond de la salle avec ma mère, qui avait pris sa journée pour surveiller les enfants pendant l'audience. Zoé coloriait dans un cahier, inconsciente de ce qui se passait. Mais Léo était différent. Il était assis, droit comme un piquet, les mains serrées sur ses genoux, fixant son père avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas vraiment de la colère, mais quelque chose de plus profond, de la déception, peut-être, ou de la détermination. Pendant la brève pause, je me suis approché pour prendre de leurs nouvelles. « Comment ça va, mon cœur ?» ai-je demandé à Léo, en m'agenouillant à sa hauteur. « Maman ?» a-t-il dit, la voix inhabituellement sérieuse pour un enfant de 8 ans. « Ils disent des choses sur toi qui ne sont pas vraies. » Mon cœur s'est brisé un peu. Plus. Je sais, chérie, mais c'est ce que font les avocats parfois. Ils disent des choses pour essayer de gagner, même si ce ne sont pas des vérités exactes. Mais ils mentent, a insisté Léo, sa voix se raffermissant. Tante Clara a dit que tu me faisais culpabiliser d'aimer papa. Mais tu n'as jamais dit ça. Tu me dis toujours que c'est bien d'aimer papa. Et grand-mère Bernadette a dit que tu ne nous nourrissais pas bien, mais tu nous fais de vrais dîners, sauf quand tu travailles tard, et là tu t'excuses toujours. J'ai regardé dans les yeux de mon fils et j'ai vu quelque chose qui m'a terrifié et émerveillé à la fois. Il comprenait ce qui se passait. Il comprenait que sa mère était attaquée et il voulait faire quelque chose. « Maman » a-t-il dit en attrapant ma main, « je dois leur dire la vérité. Je dois dire au juge ce qui se passe vraiment. » Mon premier réflexe a été de le protéger. « Oh non, chérie. Tu n'as pas à t'inquiéter de tout ça. Ce sont des histoires d'adultes, et ce n'est pas ton rôle de réparer ça. » Mais il monte sur toi, a-t-il répété, la voix se brisant légèrement. Et si je ne dis pas la vérité, il pourrait nous enlever, Zoé. Et moi, est éloigné de nous. Je ne peux pas laisser faire ça. J'ai senti le monde basculer. Voici mon fils de 8 ans, m'offrant d'entrer dans une salle remplie d'adultes et de défendre sa mère contre des avocats entraînés et des parents manipulateurs. La part protectrice en moi voulait le garder à l'écart d'eux. Toute cette laideur, mais une autre part reconnaissait quelque chose de profond dans sa détermination. Quand l'audience a repris, Maître Durand s'apprêtait à appeler notre premier témoin quand j'ai pris une décision qui allait tout
Changé. J'ai tiré sur sa manche et j'ai chuchoté, je veux faire passer Léo à la barre. Maître Durand m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. Camille, il a 8 ans. Le mettre au milieu de tout ça pourrait le traumatiser. Il est déjà au milieu de tout ça, ai-je chuchoté en retour. Et c'est là. Seule personne dans cette salle qui connaît toute la vérité sur notre vie. Maître Durand a jeté un coup d'œil à Léo, qui nous observait intensément. Êtes-vous absolument sûr? Une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai regardé mon fils, ce petit garçon courageux qui avait vu sa famille s'effondrer pendant des mois et qui avait trouvé le courage de vouloir se battre pour ce qui est juste. Léo, ai-je appelé doucement, et il est venu vers nous. Veux-tu vraiment parler au juge, lui ai-je demandé. Tu n'es pas obligé, mon cœur. Tu ne dois rien dire qui te mette mal à l'aise. Léo m'a regardé avec ses yeux sérieux qui semblaient trop vieux pour son visage. Maman, ils disent que tu ne nous aimes pas comme il faut, mais tu nous aimes plus que tout au monde. Tout le monde doit le savoir. Maître Durand a soupiré et a regardé le juge. Votre honneur, nous souhaiterions appeler Léo Hartwell à la barre. La salle est devenue silencieuse. L'avocat de Bastien a immédiatement objecté, arguant qu'il était inapproprié d'impliquer un si jeune enfant. Mais Léo était déjà debout, lissant son uniforme d'écolier et marchant vers l'avant avec une assurance que la plupart des adultes n'auraient pas. Tandis que je regardais mon petit garçon se préparer à défendre sa mère, j'ai réalisé que parfois, les personnes que nous essayons le plus de protéger finissent par être celles qui nous protègent. Au moment où Léo a marché vers la barre, toute l'atmosphère de la salle a changé. Ce petit garçon de 8 ans, à peine assez grand pour voir au-dessus de la barrière de bois, a commandé plus d'attention que n'importe quel avocat hors de prix ou membre de famille dramatique qui avait parlé avant lui. Le juge, monsieur le juge Peton, s'est penché en avant avec une expression douce et a parlé d'une voix très calme. Bonjour, Léo. Je suis le juge Peton. Tu n'as pas besoin d'être nerveux, d'accord. Je veux juste te poser quelques questions sur ta maman et ton papa. C'est possible? Léo a hoché la tête, ses mains croisées proprement sur ses genoux. Oui, monsieur. Peux-tu me dire ce que c'est que de vivre avec ta maman? Pendant un instant, Léo est resté silencieux, et j'ai pu le voir organiser ses pensées comme il le faisait quand il travaillait sur un problème de maths difficile à l'école. Quand il a finalement parlé, sa voix était claire et posée. Vivre avec maman, c'est bien. Elle travaille très dur à l'hôpital, à aider les enfants malades, et parfois elle rentre fatiguée. Mais elle me demande toujours comment s'est passée ma journée et m'aide à faire mes devoirs. Quand Zoé fait des cauchemars, maman reste avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, même s'il est très tard. Et quand je m'inquiète pour quelque chose, elle m'écoute et m'explique les choses pour que je comprenne mieux. J'ai senti ma gorge se serrer, mais je me suis forcé à rester silencieuse. C'était le moment de Léo. Et vivre avec ton papa, a demandé doucement le juge. L'expression de Léo est devenue plus complexe. J'aime beaucoup mon papa. Mais les choses sont différentes maintenant. Chez papa, il y a beaucoup de règles que je n'avais pas avant. Charlotte fait les règles, surtout. Elle dit que je dois l'appeler Tata Charlotte et que je n'ai pas le droit de parler de maman quand je suis là-bas. Parce que ça rend papa triste. Le juge a légèrement haussé un sourcil. Tu n'as pas le droit de parler de ta maman quand tu es avec ton papa. Non. Monsieur. Charlotte dit que ce n'est pas juste pour papa parce qu'il essaie de refaire sa vie, mais parfois maman me manque quand je suis là-bas, surtout quand Zoé pleure pour elle au moment du coucher. Le visage de Bastien était devenu livide, et je pouvais voir qu'il bougeait inconfortablement sur son siège. Maître Lefebvre griffonnait frénétiquement des notes, préparant probablement des objections. Léo, a continué le juge, certaines personnes ont dit que ta maman ne s'occupait pas bien de toi et de ta sœur. Qu'en penses-tu?
C'est ici que tout a basculé. Léo s'est assis plus droit, et pour la première fois. Depuis qu'il était à la barre, sa voix portait une pointe d'indignation. Ce n'est pas vrai, monsieur. Maman s'occupe très bien de nous. Elle nous prépare le petit déjeuner tous les matins et prépare nos cartables avec des petits mots qui nous font sourire. Quand nous sommes malades, elle reste à la maison même si. Je sais qu'elle s'inquiète pour les enfants malades à l'hôpital. Elle m'a appris à lasser mes chaussures et à être gentil avec les gens qui sont différents d'eux. Nous. Léo a fait une pause, jetant un coup d'œil à son père puis revenant vers le juge. Les gens qui ont dit ces choses ne savent pas à quoi ressemble notre vraie vie. Ils nous voient seulement de temps en temps et ils ne comprennent pas que maman travaille dur, ça ne veut pas dire qu'elle ne nous aime pas. Ça veut dire qu'elle nous aime tellement qu'elle fera n'importe quoi pour s'occuper d'eux. Nous. Mais ensuite est venue la révélation que personne n'avait vu venir. Monsieur, a dit Léo, sa voix devenant plus petite, mais d'une puissance incroyable. Je dois vous dire quelque chose que j'avais promis de ne pas dire. Mais maman dit toujours que dire la vérité est plus important que de tenir des promesses qui font du mal aux gens. La salle était si silencieuse qu'on pouvait entendre la pluie tambouriner contre les fenêtres. Même Clara avait cessé de chuchoter à Bernadette. Papa m'a dit que si je disais que maman était méchante avec moi, je pourrais vivre dans sa grande maison avec la piscine tout le temps. Il a dit que maman voulait juste son argent et qu'elle ne nous aimait pas, Zoé et moi, comme lui il nous aimait. Mais ce n'est pas vrai. Et je l'ai dit à papa, ce n'était pas vrai. L'avocat de Bastien a commencé à se lever, mais le juge a levé la main pour demander le silence. La voix de Léo a grandi en intensité alors qu'il continuait. Et Charlotte m'a dit autre chose. Elle a dit que quand j'aurai 18 ans, je pourrai choisir de ne plus jamais voir maman si je le veux. Elle a dit, papa t'achètera une voiture quand tu seras en âge de conduire si tu dis aujourd'hui au juge que tu veux vivre avec nous pour toujours. Le souffle coupé parcourut toute la salle. J'ai vu Bernadette se couvrir la bouche avec la main, et Clara avait l'air absolument horrifiée. Bastien était passé du pâle au blanc pur. Mais je ne veux pas de voiture ou de piscine si ça veut dire mentir sur maman, a dit Léo, la voix se brisant légèrement sous l'émotion. Maman m'a appris que l'amour, ce n'est pas acheter des choses ou avoir la plus grande maison. L'amour, c'est être là quand quelqu'un a besoin de vous. Et maman est toujours là quand j'ai besoin d'elle. Le juge avait les larmes aux yeux alors que Léo livrait sa déclaration finale. J'aime mon papa, mais je ne mentirai pas sur maman. C'est la meilleure maman du monde, et elle mérite que tout le monde connaisse la vérité. Le silence qui a suivi le témoignage de Léo était assourdissant. Le juge Peton s'est essuyé les yeux avec un mouchoir et a ordonné une suspension immédiate de l'audience. Alors que la salle se vidait, je me suis précipité vers Léo et je l'ai serré dans le plus grand câlin de ma vie. Il a enfoui son visage dans mon épaule et a chuchoté. J'ai bien fait, maman? Je lui ai dit qu'il était la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. L'avocat de Bastien a tenté désespérément de sauver les meubles. Quand la séance a repris, Maître Lefebvre a plaidé que Léo avait été coaché, qu'un enfant de 8 ans ne pouvait pas comprendre les complexités des relations adultes. Mais le mal était fait. Les détails spécifiques partagés par Léo, l'émotion authentique dans sa voix et la façon dont son témoignage contredisait directement les affirmations de la famille de son père rendait toute tentative de discrédit impossible. Le jugement de Monsieur le juge Peton a été rapide et décisif. Il m'a accordé la résidence principale des 2 enfants, avec un droit de visite supervisé pour Bastien, un week-end sur 2, jusqu'à ce qu'il termine un programme de coparentalité imposé par la justice. Le juge a spécifiquement noté que toute tentative de manipuler les enfants ou de les retourner contre l'un des parents entraînerait des restrictions supplémentaires. Ce tribunal, a dit le juge Peton en regardant directement Bastien, ne tolérera aucune tentative de soudoyer ou de
Contraindre des enfants à faire de fausses déclarations contre leur mère. Le courage montré par ce jeune garçon en disant la vérité, malgré la pression exercée pour faire le contraire, est un testament aux valeurs que sa mère lui a transmises. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles, mais ils ont été apaisants. Bastien a terminé son programme de coparentalité et lentement, très lentement, il a commencé à reconstruire sa relation avec les enfants sur des bases honnêtes. Il ne s'est jamais excusé directement auprès de moi, mais son comportement a changé. Les pots de vin ont cessé, la manipulation a pris fin, et pour la première fois depuis notre divorce, il a commencé à agir comme un père, plutôt que comme un concurrent. Charlotte, curieusement, a disparu du tableau en moins de 3 mois. Apparemment, gérer la réalité d'être une belle-mère pour des enfants qui ne pouvaient pas être achetés était moins attrayant qu'elle ne l'avait imaginé. La famille de Bastien a mis beaucoup plus de temps à revenir vers nous. Clara et Bernadette ont gardé leur distance, bien qu'elles aient cessé d'essayer activement de me nuire. Je considère cela comme un progrès. Le changement le plus important s'est opéré chez mes enfants. Léo, qui avait porté le poids des secrets de notre famille pendant si longtemps, semblait plus léger. Après avoir dit la vérité, ses notes se sont améliorées. Il a commencé à sourire davantage. Il a même rejoint le club de débat de son école. J'aime prendre la parole pour ce qui est juste, m'a-t-il dit quand je lui ai demandé pourquoi il voulait faire ça. Zoé, elle aussi, a commencé à s'épanouir une fois la bataille juridique terminée, et notre foyer est redevenu paisible. Ses cauchemars ont cessé, son anxiété s'est dissipée, et elle est redevenue la petite fille pétillante et confiante qu'elle avait toujours été. Les 2 enfants ont gardé une relation avec leur père, mais elle est désormais construite sur l'honnêteté, plutôt que sur la manipulation. Quant à moi, l'expérience a changé ma perspective sur tout. J'ai réalisé qu'essayer de protéger mes enfants de la vérité ne les protégeait pas réellement. Les enfants sont bien plus perspicaces que nous ne le pensons, et ils méritent l'honnêteté délivrée de manière appropriée à leur âge. J'ai aussi appris que parfois, les personnes dont on s'y attend le moins peuvent faire preuve d'un courage immense. Depuis, j'ai quitté mon poste à l'hôpital pour travailler comme médiatrice familiale, aidant d'autres parents à traverser les litiges de garde et les procédures devant les tribunaux. Chaque jour, je rencontre des mères et des pères qui sont terrifiés à l'idée de perdre leurs enfants à cause de mensonges et de manipulations. Je leur raconte l'histoire de Léo et je leur rappelle que la vérité a un pouvoir que l'argent ne peut pas acheter. Cette expérience m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avoir 8 ans, se tenir dans une pièce remplie d'adultes qui mentent sur votre mère, et décider de dire la vérité. Malgré tout. Le courage, c'est choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, même quand on a peur. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Léo a 10 ans et Zoé en a 7. Nous vivons dans une maison plus petite que celle de mon mariage. Mais elle est remplie de rire, d'honnêteté et d'amour. Bastien voit régulièrement les enfants, et bien que notre relation ne sera jamais amicale, elle est cordiale et concentrée sur ce qui est le mieux pour Léo et Zoé. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir mis Léo à la barre. La réponse est non. Pas une seule seconde. Ce jour-là, mon fils n'a pas seulement sauvé notre famille. Il m'a appris que la vérité, dite avec amour et courage, est la force la plus puissante au monde. La leçon la plus importante que j'ai retenue est celle-ci, ne sous-estimez jamais la sagesse d'un enfant qui vous aime. Parfois, la plus petite voix dans la salle a la plus grande vérité à dire. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec d'autres qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et parlez-moi d'une fois où quelqu'un a fait preuve d'un courage inattendu envers vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires réelles sur la résilience,
La famille est le pouvoir de la vérité. Votre soutien signifie tout pour moi et m'aide à continuer de partager ces histoires importantes. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous que parfois, la plus grande force vient des plus petites personnes de nos vies.